Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter dans cette vidéo le système nerveux qui est composé, comme vous voyez sur cette diapo, de système nerveux périphérique, le SNP, et le système nerveux central, le SNC. Ce SNC qui est en bleu foncé, il est composé de cerveau et de moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale. À partir de cette moelle épinière, il y a des nerfs qui sortent et il y a des nerfs qui sont reçus à ce niveau-là. Et tous ces nerfs-là forment ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. On peut l'appeler aussi le système nerveux végétatif. Alors, ce système nerveux végétatif est subdivisé en deux. Vous avez le système nerveux périphérique, le parasympathique, et l'orthosympathique. On peut l'appeler aussi le sympathique. Alors généralement, le parasympathique travaille contre le sympathique. Ça veut dire qu'il fait le rôle inverse. Là, vous avez des exemples. Là, pour le parasympathique, il rétrécit la pupille, alors que l'orthosympathique la dilate. Ici, stimulation de la salivation, alors que là, le système sympathique la bloque. Ralentit le cœur, accélère le cœur. Rétrécit les branches, dilate les branches. Stimule la digestion, bloque la digestion. Stimule la sécrétion de la bile par le foie. Stimule la libération de glucose par le foie. Enfin, il stimule les contractions de la vessie et le système sympathique bloque ces contractions de la vessie. Ça, c'est pour le fonctionnement de ces deux parties qui composent le système nerveux périphérique. En ce qui concerne le rôle général de ce système nerveux, il possède trois fonctions. Alors, premièrement, la réception de l'information. La réception de l'information, donc, c'est tous les nerfs qui apportent l'information de la périphérie du corps vers le système nerveux central. Le système nerveux central va réaliser cette intégration. Qu'est-ce que ça veut dire intégration? C'est l'interprétation de cette information qui vient de la périphérie. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il a interprété, il va envoyer des commandes motrices vers toujours la périphérie, soit par sécrétion hormonale, donc au niveau des cellules glandulaires, soit par des contractions musculaires au niveau des cellules au niveau musculaire. En ce qui concerne maintenant la composition cellulaire, de quoi est composé le système nerveux? Vous avez deux catégories principales de ces cellules. Vous avez les neurones et les cellules de soutien. Si je commence par les neurones, bien sûr, comme vous voyez ici, pour un neurone qui est en jaune, vous avez un nombre plus élevé de cellules de soutien. Donc, le système nerveux est composé plus de cellules de soutien que de neurones. Quelle est la structure de ces neurones? Là, la première partie qui compose un neurone, c'est le corps, le corps cellulaire. On peut l'appeler aussi le soma. Ce corps cellulaire, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'information génétique. Donc, il contient le noyau et tous les autres organites. C'est à ce niveau-là que va se faire toutes les synthèses protéiques. Au niveau terminal, à ce niveau-là, il n'y a pas de synthèse. Donc, toutes les synthèses protéiques qui se réalisent à ce niveau-là seront véhiculées par des vésicules grâce au cytosquelette vers les terminaisons axoniques. Là, c'est pour le soma. Vous avez aussi une deuxième partie qui est la dendrite ou les dendrites. Ces dendrites, c'est des prolongements du corps cellulaire. Elles sont considérées comme un pôle récepteur de l'information. Comme vous voyez ici, ça c'est un autre neurone qui envoie son information vers ce neurone-là par le biais d'un point de contact qu'on appelle la synapse. Donc ça, c'est le pôle récepteur. Alors, une fois l'information ou la stimulation s'est réalisée à ce niveau-là, une information est envoyée du corps cellulaire
vers les terminaisons axoniques par le biais de cette troisième partie qui est l'axone. Alors cet axone, il peut présenter aussi des branches, hein, qui se terminent par des boutons terminaux. Et là, ce sont les terminaisons axoniques. Ce que vous voyez ici en flèche rouge, c'est le sens d'envoi de l'information. Donc elle vient à partir de ce neurone et elle sera envoyée dans ce sens-là vers les terminaisons axoniques. Là, c'est pour le neurone. Donc, vous avez quatre parties. Vous avez le soma, les dendrites qui est le pôle récepteur, vous avez l'axone et vous avez la terminaison axonale qui représente le pôle émetteur. Donc, ça, c'est le pôle émetteur de l'information et ça, c'est le pôle récepteur de l'information. Alors, pour les cellules de soutien, vous avez plutôt si on classe, avant de parler des cellules de soutien, si on classe les neurones déjà, vous avez trois types de neurones. Vous avez ce qu'on appelle les neurones afférents. Hein, c'est quoi ces neurones afférents? Ce sont des neurones qui ramènent l'information de la périphérie du corps vers la moelle épinière qui est le système qui compose le système nerveux central. Là, vous voyez ici le neurone sensitif. Généralement, le corps de ce neurone se trouve toujours dans des ganglions. Et ce neurone, donc, il va ramener cette information et il va l'envoyer vers le deuxième type de neurone qui est en vert ici. C'est le neurone d'association, qu'on appelle aussi l'interneurone. Et l'information est envoyée de ce centre, hein, de ce centre, le système nerveux central, vers la périphérie par le biais de la voie efférente. Donc, il y a des neurones qui composent cette voie afférente, vers, bien sûr, les effecteurs qui peuvent être soit le muscle, donc il y a une commande de contraction, soit une commande de sécrétion d'hormones. Ça, c'est pour les trois types de neurones qui composent le système nerveux, que ce soit le système nerveux central, ici, bien sûr, c'est le système nerveux périphérique. Maintenant, en ce qui concerne les cellules gliales. Alors, pour les cellules gliales, on a dit que ce sont les cellules de soutien. C'est le deuxième type de cellules qui composent notre système nerveux. Vous avez des cellules gliales du système nerveux central et on va voir tout à l'heure les cellules gliales du système nerveux périphérique. Alors, pour les cellules gliales du système nerveux central, vous voyez ici, on a quatre types de cellules gliales. Vous avez premièrement tout ce qui est en bleu, ce sont les cellules nerveuses. Ces cellules nerveuses possèdent des contacts avec des cellules qui sont ici en jaune qu'on appelle les astrocytes. Cette liaison permet un passage de nutriments, d'informations de la circulation sanguine vers ces cellules nerveuses. Donc, il n'y a pas de contact direct entre les cellules nerveuses et la circulation sanguine. Généralement, ce sont les astrocytes qui assurent la nutrition de ces cellules nerveuses. Ça, c'est le premier type. Donc, le premier type, c'est les astrocytes. Le deuxième type, c'est quoi? C'est la microglie. La microglie, ce sont aussi des cellules gliales qui font des liaisons entre toutes les cellules du système nerveux central. Donc, vous avez les cellules nerveuses et les cellules gliales, comme les astrocytes. Vous avez un troisième type, ce sont les cellules épendymères. On les appelle aussi les épendymocystes. Les épendymocystes. Alors, ces épendymocystes se trouvent où? Ils se trouvent au niveau du canal rachidien. Alors, ce canal rachidien, qui contient bien sûr le liquide rachidien, est tapissé par ces cellules épendymères. Ça, c'est le troisième type de cellules gliales ou cellules de soutien. Le quatrième type, ce que vous voyez ici en vert. Alors, ces cellules en vert, on les appelle les oligodendrocytes. Ces oligodendrocytes forment
la gaine de myéline. Ici, ce que vous voyez ici en noir, c'est la gaine de myéline. Il y a la particularité de ces oligodendrocytes, c'est qu'elles peuvent envoyer plusieurs segments pour former cette gaine de myéline. Ça, c'est pour les cellules gliales du système nerveux central. La différence entre les cellules gliales du système nerveux central et les cellules gliales du système nerveux périphérique, c'est que les cellules gliales du système nerveux central qui forment la gaine de myéline, qu'on appelle les oligodendrocytes, comme j'ai dit tout à l'heure, peuvent envoyer plusieurs segments pour former plusieurs gaines de myéline qui peuvent se trouver sur la même cellule nerveuse ou sur plusieurs cellules nerveuses à partir d'une seule cellule gliale qui est l'oligodendrocyte. En ce qui concerne les cellules gliales qui forment la gaine de myéline au niveau du système nerveux périphérique, c'est ce qu'on appelle les cellules de Schwann. Alors, une seule cellule de Schwann forme une seule gaine de myéline. Donc, pour une seule cellule, vous avez une seule gaine de myéline. Alors que dans le système nerveux central, pour une seule oligodendrocyte, vous avez plusieurs gaines de myéline. Ça peut arriver jusqu'à 70 segments de gaines de myéline. Ça, c'est la différence entre ces deux types cellulaires qui forment la gaine de myéline au niveau du système nerveux central et au niveau du système nerveux périphérique. En ce qui concerne maintenant la transmission de l'influx nerveux, ce que vous voyez ici, c'est le neurone. Ça, c'est les dendrites. Et là, tout ce qui est en orange, c'est la gaine de myéline. Comme vous remarquez ici, la gaine de myéline n'est pas continue. Elle présente des étranglements. Hein. Ce sont des espaces qui séparent une gaine de myéline d'une autre gaine de myéline. Alors, cet espace, comme vous voyez dans ce schéma ici, c'est le seul endroit où va se faire le passage des ions. Donc, cet endroit-là est appelé nœud de Ranvier. C'est la seule zone d'échange ionique. C'est à ce niveau-là que le potassium va passer et le sodium pareil également. Et là, c'est le sens de propagation du potentiel d'action. Maintenant, pour le potentiel. Alors, dans toutes les cellules de l'organisme, toutes les cellules sans exception, vous avez toujours des concentrations inégales de part et d'autre de la membrane plasmique. Cette inégalité de concentration va créer ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Ce potentiel, bien sûr, il est toujours présent à l'état de repos. Donc, vous avez des charges positives du côté externe et des charges du côté négatif du côté interne. La différence entre ces deux charges est en moyenne moins 70 millivolts. Ça veut dire dans certaines cellules, vous allez trouver plus, ça peut arriver jusqu'à moins 20, et des fois, vous allez trouver une différence inférieure qui peut arriver jusqu'à moins 200 millivolts. Ça, c'est pour le potentiel de repos. Maintenant, quelle est l'origine de ce potentiel? Plutôt, ici, la plaque représente la technique qu'on a utilisée pour mettre en évidence ce potentiel de repos. La technique est appelée technique d'électrophysiologie. Qu'est-ce qu'on a utilisé dans cette technique? Alors, vous avez ici un neurone. C'est un neurone géant du calmar. Hein. C'est une espèce aquatique. On a pris ce neurone et on a mis une électrode de mesure. Cette électrode est raccordée à un appareil qui va mesurer cette différence de potentiel. Donc, quand vous mettez deux électrodes à l'intérieur, l'oscilloscope, alors donc l'appareil est appelé l'oscilloscope,
va enregistrer 0 DDP parce que vous n'avez que des charges négatives. Si vous mettez les deux électrodes à l'extérieur, la même chose, vous allez enregistrer 0 DDP. Par contre, si vous mettez une électrode à l'intérieur et une deuxième électrode du côté externe, à ce moment-là, la flèche va être déveillée et elle va nous donner autour de moins 70 millivolts. Ça, c'est pour la technique d'électrophysiologie qu'on a utilisée pour mettre en évidence le potentiel de repos. Euh, pour l'origine du potentiel de repos, ça veut dire quand il n'y a pas de stimulation, comment il est créé ce potentiel de repos. Au niveau d'une membrane, vous avez la pompe NAK et vous avez les canaux qui sont continuellement ouverts. Vous avez les canaux potassiques et vous avez le canal sodique. Le nombre des canaux potassiques est plus important que celui du sodium. Donc, le passage va se faire selon le gradient de concentration de ces ions. On sait très bien que le sodium est plus concentré ici, donc il va passer dans ce sens. Et le potassium, il est plus concentré là, donc il va passer dans ce sens-là. Donc les deux vont passer selon leur gradient de concentration. D'ailleurs, on a dit tous les canaux, quand ils s'ouvrent, ils vont laisser passer, ou soit quand ils s'ouvrent, soit ils sont toujours ouverts. Ils laissent passer les ions selon leur gradient de concentration. La pompe, par contre, elle va travailler en sens inverse de ces canaux. Elle va faire passer les ions sodiques contre leur gradient, donc du moins concentré vers le plus concentré, et elle va faire rentrer le potassium, pareil, contre son gradient de concentration, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Bien sûr, ça c'est le milieu interne et ça c'est le milieu externe de la cellule. Donc, le fonctionnement de ça va créer le maintien plutôt de cette polarité est créé par le fonctionnement de ces canaux et de cette pompe-là, principalement la pompe NAK. Donc, elle va maintenir des charges positives plus importantes là et des charges négatives du côté interne. Ça, c'est pour l'origine du potentiel de repos. Si on passe maintenant à la stimulation, quand il y a une stimulation d'une cellule nerveuse, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action, lorsqu'il y a une stimulation, en abréviation le PA. Le PA est formé en réalité de 4 phases. Alors, premièrement, vous avez la phase de repos, ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Vous avez ce potentiel de membrane, il est de moins 70 millivolts. Quand il y a une stimulation, alors vous voyez ici quand on applique une stimulation, bien sûr la stimulation doit être adéquate pour qu'il y ait une réponse. Il faut arriver à un certain seuil de stimulation, à une certaine intensité qu'il faut utiliser. Et bien sûr, la durée de la stimulation doit être aussi adéquate pour qu'il y ait une réponse. Alors, quand on respecte ces deux conditions, l'intensité et la durée de la stimulation, qu'est-ce que vous allez observer? Là, c'est la durée de latence, c'est-à-dire que le neurone ne va pas répondre tout de suite. Donc, il va prendre juste un petit peu de temps et puis il commence à donner cette courbe-là, qui est la courbe de dépolarisation. Alors, c'est quoi une dépolarisation? C'est l'inversion de charge. Donc, au repos, les charges positives étaient à l'extérieur et les charges négatives à l'intérieur. Lors de la dépolarisation, c'est l'inverse. Donc, les charges positives du côté interne et les charges négatives du côté externe. La réponse va arriver à son maximum et puis commence le début de retour, pardon, excusez-moi, le début du retour à l'état initial. Donc là, vous avez la repolarisation. On va voir tout à l'heure quels sont les ions qui interviennent ici et quels sont les ions qui interviennent là. La quatrième phase, la quatrième phase, vous avez l'hyperpolarisation. Phase de repos, phase de dépolarisation, phase de repolarisation et phase d'hyperpolarisation. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
il faut respecter certaines conditions pour que vous ayez une réponse. Alors, premièrement, l'intensité et la durée de la stimulation. Si vous augmentez la durée ou vous augmentez l'intensité, vous allez avoir toujours la même réponse. Hein, vous voyez ici, deux stimulations, c'est exactement la même amplitude. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'axone obéit à la loi de tout ou rien. Soit il n'y a pas de PA, donc potentiel d'action, soit il y a un PA d'amplitude maximale. Donc, vous avez ça, c'est le seuil de potentiel. Donc, on dit que la cellule nerveuse obéit à la loi de tout ou rien. Une fois elle répond, même si vous augmentez la durée de la réponse, la durée de l'intensité de stimulation ou l'intensité elle-même, vous allez toujours obtenir exactement la même amplitude. Quand quand on parle de ce potentiel d'action sur le plan ionique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule nerveuse sur le plan passage ionique qui va créer ce potentiel d'action? Alors, lors du potentiel de repos, ça veut dire durant la première phase du potentiel d'action. Qu'est-ce que vous avez ici, hein? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a deux canaux, deux types de canaux. Alors, vous voyez, le jaune, c'est pour le sodium et le vert pour le potassium. Ces deux types de canaux, ce sont des canaux voltage dépendants. Donc, à l'état de repos, ces canaux sont fermés, ils ne sont pas ouverts. Lors de la dépolarisation, c'est-à-dire quand la cellule commence à répondre à une stimulation, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez ici, au niveau de la courbe, elle commence à augmenter. Cette augmentation est due à quoi? Est due à l'ouverture du canal sodique. Donc, le sodium va commencer à entrer, ce qui va entraîner cette montée de la courbe. Après, au moment de la repolarisation, c'est-à-dire quand l'amplitude est maximale, il y a un début de retour à l'état initial. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va entraîner ce retour à l'état initial? On n'est pas encore arrivé à l'état initial, c'est le début. Donc vous avez le canal sodique se referme. C'est une fraction de seconde, hein. La durée de l'ouverture, elle est très très faible. Il y a l'ouverture du canal potassique. Alors, ce canal potassique, il va laisser passer le potassium. Donc, le potassium, il sort selon son gradient de concentration, du côté le plus concentré vers le côté le moins concentré. Pareil pour le sodium, il va passer selon son gradient de concentration, du côté externe vers le côté interne. Ça, c'est au cours de la repolarisation. Donc, c'est au moment où la courbe va commencer à descendre. La différence entre le canal potassique et le canal sodique, c'est que le canal potassique, son ouverture est plus importante, elle dure plus longtemps. Donc, ce qui va entraîner quoi? Il va entraîner une hyperpolarisation. Une fois ce canal se referme et celui-là était déjà fermé au cours de cette phase-là, qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? On va revenir vers le potentiel de repos. Donc ça, ce sont les différentes étapes qui se réalisent lors d'un potentiel d'action. Je vous remercie.